Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Agir pour l'environnement. Et cette semaine, nous allons parler d'érosion et plus particulièrement, on va se poser la question de savoir si on peut en finir avec les padzas. En effet, à chaque fois que nous levons notre tête vers les collines et les forêts de Mayotte, on voit ces petits morceaux de forêt qui sont en train de brûler et à la place des arbres, rapidement, on verra pousser des maniocs et des bananiers. Et si tout tourne mal, un padza apparaîtra rapidement. Alors on va faire un petit retour dans le temps et plus particulièrement dans la saison 3 d'APE. On va se replonger dans plusieurs expérimentations qui avaient été faites autour des padzas et dans le cadre du projet Les Élames autour de ces zones arides. Puis avec nos invités, Charlotte Mussig, la directrice régionale du BRGM de Mayotte, et avec Jean-François Desprats, qui est chef de projet Les Élames et ingénieur agronome au BRGM, on se questionnera pour savoir si la situation est en train d'évoluer, agir pour l'environnement dans notre quotidien. Et moi j'y crois. Tout de suite, le reportage de la saison 3 réalisé par Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Le projet de lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon de Mayotte, Les Élames, est né en 2015. Il vise à caractériser les phénomènes liés à l'érosion afin de l'endiguer et d'éviter que la terre ne termine sa course dans le lagon. Des ruissellomètres ont ainsi été mis en place sur certains padzas, ces zones déforestées, ravinées, au relief souvent accidenté. Alors les parcelles qu'on a ici, il s'agit des parcelles des padzas de Dzoumogné, où on est en présence ici d'un ruissellomètre, ce qu'on appelle ruissellomètre, c'est-à-dire une zone que l'on a délimitée par des petites tôles en plastique, en métal, afin de récupérer toute l'eau qui va pouvoir s'écouler sur ces parcelles. Cette eau va être accumulée ensuite dans une cuve d'1 mètre cube, et on va pouvoir caractériser les apports terrigènes dans cette cuve. Et en mesurant la terre, les apports de terre dans la cuve, on va pouvoir faire des généralisations et des modèles d'érosion en fonction de la pluviométrie qui va se passer sur les padzas. Certaines activités humaines accélèrent ou sont à l'origine de la création des padzas. C'est le cas du pâturage, des feux de brousse, du déboisement ou encore du fait de désherber autour des plants de manioc. Chaque année, ce sont des centaines de tonnes de matériaux qui ruissellent et finissent leur course dans le lagon. Alors les premiers enseignements que l'on a, donc c'est des parcelles, les ruissellomètres, on a installé sur différents types de bassins versants et différents types de sols. On nous a mis sur des parcelles agricoles, on les a mis sur des parcelles urbaines, sur des padzas. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la plus forte érosion se produit justement sur les padzas. Pour la saison des pluies entre 2018 et 2019, on a enregistré sur la petite parcelle environ des taux d'érosion de l'ordre de 150 tonnes par hectare de matériaux qui sont dégagés avec l'érosion. Et ici, sur cette parcelle-là, on a une centaine de tonnes à peu près. Face à ces chiffres, le conseil départemental porte un projet qui vise à tester un process de reconquête des padzas grâce à des financements européens. Le service des ressources forestières du département, le Conservatoire botanique national de Mascarin et l'ONF travaillent sur une expérimentation. Elle consiste à associer des champignons connus pour aider les plants à pousser dans des conditions difficiles aux racines de 2 variétés de plantes susceptibles de résister au climat aride et pauvre en eau. Alors on les voit derrière, on a des plants non mycorhizés, donc sans les champignons, et puis des plants sur lesquels on a rajouté des champignons. Alors ils paraissent petits, ça ne saute pas à l'œil, qu'il y en ait qui soient plus grands que d'autres, mais c'est aussi parce qu'on est dans des conditions très difficiles. Ce sont des plants qui de toute façon poussent relativement lentement, mais on a remarqué que les plants avec les champignons sont plus résistants, en tout cas ont moins de mortalité, ont moins de morts, au bout quand même d'une saison sèche, ils ont pris toute une saison sèche, que les plants qui n'ont pas eu de champignons dans la pépinière. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils vivent et qu'ils continuent à grandir, qu'ils ne stagnent pas, même si ça ne va pas faire une forêt en 5 ans, au moins petit à petit, les arbres vont revenir. Jusqu'en 2010, des acacias étaient utilisés pour reboiser les padzas, mais cela engendrait d'autres problèmes, d'où la recherche de nouvelles techniques. Dans ce projet expérimental, les plants sont élevés en pépinière pendant 1 an avant d'être plantés. 1 an plus tard, les résultats sont probants et d'autres padzas vont faire l'objet d'une végétalisation. On a pu utiliser les acacias qui étaient les seules espèces qu'on a réussi à faire pousser de façon efficace sur les padzas. Mais on a vu qu'il y avait des problèmes avec les acacias et donc cette technique a été abandonnée. On a prévu à la fin de cette année de reboiser un autre padza justement avec les résultats qu'on a pu obtenir ici.
Et puis aussi une autre expérience, on va le mélanger avec une autre expérience puisqu'on a aussi testé le fait de mettre du fumier dans les plants et puis le fait de faire des cordons pour freiner l'eau, en fait, pour que l'eau ait vraiment le temps de rentrer dans le sol. Et donc on va faire un mélange entre ces différentes techniques pour aller essayer sur d'autres pizzas pour voir si ça marche dans d'autres conditions. Et donc l'idée à terme, oui, c'est de trouver, de développer une technique qui soit efficace pour pouvoir mettre des espèces indigènes. Si un remarquable travail est mené pour combattre l'érosion des sols, la meilleure des réponses reste de ne pas favoriser la constitution de pazza. Cela passe avant tout par un respect strict des règles qui limitent les multiples formes d'atteinte à l'environnement. Bonjour Charlotte Mussig. Bonjour. Vous êtes, on ne vous présente plus, on vous connaît, vous êtes directrice régionale du BRGM ici à Mayotte. Et Jean-François Desprats, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de projet Les Élames et vous êtes également ingénieur agronome au BRGM. Charlotte, j'ai envie de vous demander de bien rappeler les choses. On en parle beaucoup, on voit tous à peu près ce que c'est. Je crois que personne dans le fond a bien compris ce qu'était un pazza. C'est quoi ? Donc un pazza, c'est une formation géomorphologique, mais je vais m'expliquer, qui peut être naturelle ou produite par l'homme, où on ne voit plus de végétation et donc les terres sont à nu. Et donc c'est des formations que l'on peut trouver à Mayotte, qui sont assez caractéristiques, que l'on trouve à différents endroits de l'île. Mais voilà, celles-ci, elles peuvent avoir des origines tout à fait naturelles et d'autres qui ont été générées par des pratiques de déforestation ou de brûlis et autres. Jean-François Desprats, un pazza, pourquoi en fait on aurait des pazzas naturels alors qu'on sait que la nature pousse partout? C'est quoi la caractéristique de la constitution de cet espace de terre pour que rien ne pousse dessus? Donc effectivement, on va retrouver, comme à la pointe de Sazilé ou à Dapani, des pazzas naturelles, souvent sur des crêtes de bassins versants, là où toute la terre se rapartit naturellement suite à l'effet de l'érosion, de ruissellement intensif. Mais il n'y a pas eu, on pouvait les cartographier dans les années 50 sur des images aériennes dont on dispose, et à l'époque il n'y avait pas une forte pression agricole ou démographique, donc on a affaire à des zones qui sont vraiment naturelles. Et c'est vraiment l'exemple du sentier géologique qu'il y a sur Dapani. Et par ailleurs, on a des constitutions de pazza quand il y a une forte pression de l'homme et une surexploitation des sols fragiles, donc sur des pentes importantes. La mise en culture sur des pentes fortes peut conduire à un départ massif de terre et donc constitution de pazza dès lors que la terre n'est plus cultivable, elle est abandonnée, on se retrouve avec une mise à nu et donc à ce qui peut être associé à un pazza. Charlotte, depuis 2015, le projet Les Élames existe. Il est porté par le BRGM et d'autres institutions et partenaires. C'est quoi ce projet Les Élames ? Alors, le projet Les Élames, c'est lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon à Mayotte. Donc, le premier objectif de ce projet-là, ça a été issu d'une feuille de route érosion conduite par l'ADEAL, dont la principale question était de savoir d'où venait l'érosion à Mayotte et qui conduisait donc à cet envasement du lagon qui était l'objectif final contre lequel on voulait lutter. Donc il a été question d'étudier les différents types d'occupation du sol, de mettre en place différents types d'expérimentations pour savoir quel type d'occupation du sol. Donc quand je parle d'occupation du sol, c'est justement ces pazzas, les forêts, l'agriculture et puis les différents types d'agriculture qui sont pratiqués, les milieux urbains, pour connaître la contribution de ces différentes pratiques, occupation du sol, à l'érosion. Et ça a été la première étape, très expérimentale et qui a mené à la constitution de ce qu'on appelle un observatoire. Et ensuite, on a élargi le champ de vision avec des données que l'on a
acquises sur toute l'île de Mayotte pour identifier à l'échelle de toute l'île quel type de bassin versant, quelle est l'érosion sur toute l'île de Mayotte. Et donc on a des données qui sont issues de données prises sur le terrain, mais ensuite de modélisation. Et donc on a une connaissance quand même assez précise des zones qui apportent, alors notamment de quel type d'occupation du sol apporte le plus d'érosion, et quelles zones à Mayotte sont les plus productrices de terre et contribuent le plus fortement à l'avasement du lagon. Alors justement, quelles sont les activités, Jean-François Desprats, qui conduisent à l'érosion ? Voilà, c'était important de quantifier d'où venait l'érosion, parce qu'effectivement, comme le rappelait Charlotte Mussy, les PADSA, c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Et donc, on avait comme mission de définir l'importance de l'érosion en milieu naturel, en milieu agricole et en milieu urbain. Et donc, après 6 années de suivi sur un observatoire érosion qui a été mis en place, où on suit l'érosion en continu sur 3 bassins versants, Nsamboro, Dzumonier, qui est agricole et naturel avec des PADSA, et Salimbé. On a pu mettre... Ces 3 bassins versants sont représentatifs en réalité de la vie à Mayotte, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Le bassin de Nsamboro, il a été choisi parce qu'il a une forte composante urbaine. Le bassin versant de Dzumonier, il a été choisi parce qu'il est largement agricole, il a un haut potentiel agricole, il s'est fortement développé en ce sens au cours de la dernière décennie. Et il y a sur les crêtes du bassin versant des forêts et des PADSA. Et enfin, Salimbé, il est mixte avec des zones urbaines proches de l'exutoire et agricole et forestier. Donc, au bout de 6 années de suivi, 6 saisons des pluies complètes, on a pu relativiser la contribution des PADSA à l'arrivée de terre dans les lagons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, comme le rappelait Grégoire Decto dans le reportage, ce sont des surfaces qui produisent beaucoup d'érosion. On est au-delà de 130 tonnes par hectare. Mais par contre, comme ils représentent peu en surface et qui sont éloignés du littoral, cette terre qui part, elle a une forte probabilité de s'arrêter avant d'arriver dans les cours d'eau ou dans le lagon. Par contre, depuis 10 ans et depuis et dans la durée du projet, on a pu observer une mutation de l'agriculture. On a de plus en plus de manioc monoculture et de bananes monoculture au détriment des zones naturelles et des techniques agricoles traditionnelles, comme le jardin mahorais. Le jardin mahorais, on a mesuré 0,5 à 1 tonne par hectare d'érosion, ce qui est négligeable. Sur le manioc, on est au-delà de 25 tonnes par hectare. Sur les bananeraies sarclées, on est à 17 tonnes par hectare. Donc on a des niveaux d'érosion qui sont très très différents. Et enfin, il y a la problématique des chantiers en zone urbaine, où là, en plus, on est à proximité du littoral. À Mayotte, c'est la très large majorité de l'habitat, elle est sur le littoral. Donc cette terre qui part de chantiers incontrôlés sur des pentes fortes, avec des techniques inappropriées, avec des remblais, des déblais remblais non maîtrisés, ou des tas de terre qui sont disposés n'importe comment sur les bords de route, cette terre qui s'en va, elle ne s'arrête pas, elle va directement dans le lagon. Alors, ces chantiers dont on parle, ce sont les chantiers, Charlotte, que madame et monsieur tout le monde font à la maison pour reconstruire un étage en plus, agrandir. C'est de ces chantiers-là dont on parle essentiellement. On parle alors des grands chantiers, mais aussi, il y a ces 2 aspects, les grands chantiers d'établissements plus conséquents, mais également tout ce qui est en autoconstruction incontrôlée, effectivement, dès lors que on vient remanier les terres. On a beaucoup de pentes à Mayotte et donc les personnes sont amenées à effectivement déblayer, remblayer, laisser un tas de terre temporaire à un endroit non protégé, même des talus non protégés, on en voit beaucoup, et c'est ce genre de pratique qui amène beaucoup de terre au lagon. Et comment on peut faire pour y remédier ? Est-ce qu'il faut sévir, verbaliser ? Les grandes entreprises qui travaillent sur marché public, je pense que c'est moins difficile parce qu'il y a des cahiers des charges, donc peut-être que ça peut être spécifié à l'intérieur de gérer mieux les choses. Mais pour madame et monsieur tout le monde qui ne demandent quelquefois même pas de permis de construire ?
Donc effectivement, ça c'est la vraie question. Une fois qu'on a quantifié l'érosion, que l'on sait d'où ça vient, il faut essayer de trouver des leviers d'action. C'est aussi l'objectif du projet Les Élames. Donc c'est un projet qui a évolué dans le temps et dans la version actuelle du projet Les Élames, on a vraiment cette volonté d'essayer de faire changer les pratiques, puisque c'est le véritable sujet. Et donc ça passe par plusieurs leviers, il nous semble. Alors tout d'abord la sensibilisation, parce que on pense que les personnes n'ont pas forcément conscience des risques d'une part, des conséquences, ne savent pas non plus comment s'y prendre pour avoir des bonnes pratiques, faire la même chose mais avec des meilleures pratiques. Ça vaut pour le niveau agricole comme pour les chantiers urbains. Donc on essaye de répondre à ce levier-là dans le projet en produisant des guides. Donc on a produit 3 guides de bonnes pratiques en milieu urbain, en milieu agricole et sur tout ce qui est aménagement des berges de ravines. Ce sont des guides très illustrés et que l'on amène et qu'on porte à la connaissance des personnes directement sur site. Donc là, on est très accompagné par les naturalistes de Mayotte, notamment, qui vont faire de la sensibilisation, de la formation aux agriculteurs. On a des sites pilotes qui permettent de former les personnes à ces bonnes pratiques agricoles. On a la même chose sur les volets urbains. On essaye de former les collectivités et les agents techniques pour qu'ils portent aussi les bonnes pratiques. Donc ça, c'est le premier levier de sensibilisation et de formation. Et là, on est en train même de développer des supports un peu plus innovants, de pièces de théâtre, de dessins animés, etc. Donc ça, c'est en cours de production. Et ensuite, donc, une fois que ce volet-là, information, sensibilisation, formation, est en place ou en cours de mise en place, il faut effectivement trouver les moyens aussi d'arrêter les pratiques quand elles sont en cours. Et donc là, il y a un travail d'accompagnement des acteurs du projet au service de l'État pour voir comment on peut agir pour arrêter de manière un peu plus réglementaire. Donc autrement dit, parce que là vous dites de beaux mots, de belles phrases, mais c'est la contrainte, quoi. C'est une amende. Alors, il faut déterminer quel est le levier, quelle est la bonne stratégie pour pouvoir arrêter. Mais oui, on parle de contrôle et de sanctions parce que c'est le bout de la chaîne, quoi. On ne pourra peut-être pas s'affranchir de passer par là dans certains cas de figure. Jean-François, l'agriculture sur brûlis, donc consiste à mettre le feu pour nettoyer rapidement une parcelle, ça a quoi comme conséquence sur l'érosion des sols, sur l'aridité des sols et peut-être derrière sur la constitution de Padza? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces brûlis qui amènent à détruire des formations naturelles où on n'a pas d'érosion. En forêt, on est à moins d'1 tonne par hectare, c'est négligeable. Amène à des parcelles mises à nu, qui cultivées en manioc ou en banane, parce que c'est ce qu'on observe de plus en plus, le développement des cultures vivrières pour répondre à un besoin de survie, sur des pentes toujours plus fortes. Et là aussi, il y a la nécessité de respect de la réglementation, parce qu'il y a des réglementations de la DAF en particulier qui interdisent la mise en culture sur des pentes trop importantes, font qu'on a des taux d'érosion qui passent de négligeables à très forts. Et donc, la terre va être exploitée pendant un certain nombre d'années. Et le problème, il est là, on va vers un processus de désertification. C'est-à-dire qu'à la longue, avec les années qui passent, les rendements vont être de plus en plus faibles. Et quand c'est trop faible, l'agriculteur va délaisser cette parcelle qui, de nombreuses années auparavant, était encore naturelle forestière, a été cultivé par un certain nombre d'années et va être délaissé pour éventuellement évoluer vers un Padza. Parce que la culture de banane et la culture de manioc contribuent à appauvrir le sol, c'est ça? Le fait de ne pas varier les espèces... C'est pas la culture en elle-même, c'est la technique culturale. Dès lors qu'on sarcle sur des fortes pentes, quand il pleut, il y a toute la terre qui va partir. On a démontré dans le projet Les Élames que la mise en place de techniques agroconservatoires, avec l'appui de la CAPAM en particulier,
la mise en place de techniques conservatoires, mais basiques, qui rappellent le jardin mahorais. On n'a pas inventé ou on n'a pas amené d'ailleurs des choses, des bonnes pratiques. On retrouve ça, le jardin mahorais, le fait de mettre des fascines d'ananas parallèles aux courbes de niveau, de laisser une culture de recouvrement sous le manioc ou sous la banane, va permettre de tomber l'érosion d'une vingtaine de tonnes par hectare à moins d'1 tonne par hectare. Et c'est très rapide, c'est dans l'année qui suit. Le seul fait d'avoir comme culture de recouvrement, par exemple, de la patate douce, en quelques semaines, ça va être développé. Et donc ça va ça va favoriser le ruissellement. Donc cette eau qu'on va capter au niveau de la parcelle, elle va servir au manioc ou à la banane, la plante principale, et donc il y aura de meilleurs rendements. Donc tout le monde est gagnant. L'agriculteur est gagnant parce qu'il aura des meilleurs rendements, et puis le lagon sera gagnant parce qu'il va récupérer moins de terre. Alors justement, Charlotte, combien de tonnes de terre par an par rapport au calcul que vous avez pu faire? Combien de tonnes de terre par an à peu près partent dans notre lagon? Donc à l'échelle de l'île, donc les calculs ont été faits pour 2018, ils sont en train d'être conduits pour 2023. On était à un peu moins de 20 000 tonnes de terre par an qui arrivent au lagon. À titre de comparaison, parce que c'est pas forcément des chiffres qui parlent, en 1950, on était à 5 000 tonnes de terre par an. Donc on a une vraie, on a une vraie évolution, et on peut imaginer que quand nous aurons terminé de faire les calculs pour 2023, on arrive à un chiffre qui est encore plus important. Donc on est dans une situation qui s'arrange pas. La meilleure connaissance peut être facteur positif. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette fin de première phase finalement du projet Les Élames ? On n'est pas dans une situation qui s'arrange parce que nous, on ne fait que constater au fur et à mesure que les taux d'érosion sont de plus en plus importants. Sur les bassins versants que l'on suit, on constate une déforestation qui est de plus en plus importante. Il y a même certains bassins versants qu'on a arrêté de suivre parce qu'on recevait trop de terre dans les ravines, et on n'arrivait plus à gérer ce flux de terre. Nos instruments s'envasaient, si vous voulez, donc on mesurait plus rien. Donc c'est plutôt des signes d'aggravation. Maintenant, il faut espérer qu'on arrive à mettre en place, que ce sujet soit considéré comme prioritaire, au même titre que le braconnage des tortues, par exemple, et soit saisi par l'ensemble de la chaîne des pouvoirs publics, que ce soit au niveau des collectivités, de l'État et autres, pour essayer d'inverser un peu la tendance pour diminuer cette érosion. Et inverser la tendance, ça peut passer par la mise en place de pratiques qui ne sont pas énormes en fait. C'est là, comme l'expliquait mon collègue, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en œuvre. Et qui ont des conséquences très importantes. Et qui, en plus, comme il le disait, c'est pas que des contraintes. Tout le monde est gagnant avec la mise en place de ces pratiques-là, parce que aujourd'hui, on perd sur toute la ligne, que ce soit au titre des rendements en agriculture, puisque les sols s'appauvrissent, que l'envasement du lagon perd de biodiversité, mais également on perd aussi en matière d'infiltration d'eau dans le sol, et donc se pose la question aussi de la recharge des nappes et de notre ressource en eau. Donc on est vraiment perdant, derrière cette notion d'érosion des sols qui peut paraître un petit peu superficielle, on touche de nombreuses problématiques de fonctionnement au sens large. Le partage d'expérience sur une telle démarche comme les Élames, ça fonctionne. Quand je dis partage d'expérience, c'est aller chercher dans d'autres territoires ce qu'ils ont pu faire pour arriver à améliorer la situation, où il n'y a pas besoin, parce que toutes les clés on les a, et il suffit déjà de faire chez nous le travail qu'on ne fait pas. Au niveau agricole, par exemple, on a donc eu des expérimentations menées dans le cadre du projet, mais après ces 6 années, on a intégré, par exemple, dans le cadre de la formation des agriculteurs au lycée agricole de Coconi, donc ils ont intégré un module érosion, donc montrant les bonnes pratiques, donc qui avaient été capitalisées dans le guide de bonnes pratiques agricoles mentionné précédemment, décliné par les naturalistes de Mayotte dans des versions
disponible pour les agriculteurs sans avoir un niveau de technicien agricole, par exemple. Ouais. Voilà, à partir d'images, à partir de textes hyper simples. Et donc, ça permet de diffuser, d'élargir. Et le fait d'intégrer ça dans les programmes de formation à Coconi permet de penser, d'espérer que les agriculteurs, dans les années qui vont venir, auront intégré le fait qu'en prenant en compte ces approches agroconservatoires, ils vont mieux produire, mais ils seront gagnants, comme je l'indiquais tout à l'heure. Ils seront gagnants financièrement aussi. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour vos explications. J'espère que les uns et les autres, on aura retenu un certain nombre de messages sur les techniques agricoles, mais aussi sur la conduite de nos chantiers, qu'on ne fait pas toujours dans les clous. Il faut quand même bien le reconnaître. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis à très vite pour une prochaine émission d'Agir pour l'environnement.